mesdames et messieurs. Donc c'est un plaisir de présenter, d'essayer disons, de vous partager quelques idées donc, sur les quelques points que je vais essayer de couvrir. Donc je vais essayer de prolonger la discussion là, entamée par l'économiste en chef de la banque en prenant une vue aérienne beaucoup plus large, remontant à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc regardant les causes structurelles de la crise de 2008, parce qu'effectivement, comme elle l'a bien dit, pour comprendre où nous sommes et où nous allons, nous avons besoin de vraiment bien diagnostiquer. Et je vais en fait pousser le raisonnement un peu plus loin pour vraiment peut-être vous donner un choc intellectuel pour comprendre cette crise et que nous sommes encore sujettes à ses conséquences. Ensuite, j'essaierai de couvrir un petit peu, donner des éléments du rôle de l'immobilier dans le contexte mondial des taux d'intérêt, ce qu'on peut anticiper sur les taux, la dynamique des taux et leur impact tel qu'on a pu l'étudier dans l'histoire de l'économie et de la finance. Et puis, je dirai quelques mots sur les moteurs de croissance en Suisse, en Europe, dans le monde. Et j'espère que j'aurai le temps. Je terminerai sur un aspect un peu plus technique. Il y aura quelques équations, quelques tableaux un peu rébarbatifs. Mais comme disait Dirac, le fameux prix Nobel, un bon speech doit se terminer par 20% où personne ne comprend rien. Mais vous devez comprendre les 80% restants. Mais j'aurai, dans cette dernière 5 minutes, un message pour vous montrer en fait que le type d'évolution des prix depuis la crise et depuis 2010, essentiellement 2012 pour la Suisse, ça doit s'interpréter en Suisse très différemment, même s'il y a une envolée, un doublement, grosso modo, des prix, par exemple, comme je vous le montrerai sur Zurich. Ça doit s'interpréter de manière très différente, beaucoup plus favorable que ce qui s'est passé dans d'autres pays. Voilà le programme de Réjouissant de ce matin. Donc plongeons dans cette vue aérienne, décollons. Et voilà, le mauvais souvenir de 2008, pour une perte de, alors le laser, voilà, une perte de quasiment invisible. L'échelle ici, c'est 10 trillions, 20 trillions, 30 trillions. Hein. Un trillion, c'est 1000 milliards, quasiment invisible, de quelques centaines, 200, 300 milliards de pertes directes sur les subprimes. On a connu une perte de quelque chose que 5 trillions sur le PNB global, international, et une chute des marchés qui s'est cumulée sur 25 à 27 trillions de dollars. Donc, un effet de cascade considérable. Alors, la question, en général, cette crise est interprétée, Lehman Brothers n'a pas été sauvé, ça a cascadé, effet de domino, etc. Donc la discussion a été, bon, crise de liquidité, bank run, comme on dit sur les repos, les repurchase agreements, donc les transactions interbanques, manque de confiance, etc. Est-ce que c'est vraiment le cœur de l'histoire? Alors, quand vous regardez, par exemple, les marchés financiers de la crête en octobre 2007 jusqu'au plus profond qui est mars 2009, vous apercevez en fait que l'événement Lehman Brothers n'est qu'au maximum un tiers de la dynamique globale des marchés. Et en fait, c'est vraiment ce que j'appelle une bulle négative. C'est un processus de pourrissement ou de révélation de quelque chose de beaucoup plus profond. Lehman Brothers n'a été en fait finalement que un gros canari dans la mine qui simplement accompagne et révèle un problème beaucoup plus systémique. Alors quel est ce problème systémique? Je vais essayer de vous donner quelques éléments, je serai nécessairement assez superficiel vu le temps, pour vous en fait arguer qu'il faut remonter à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour vraiment comprendre ce qui se passe. La Deuxième Guerre mondiale a été horrible. Mais d'un point de vue de la productivité, de la croissance, c'était la manne. Il faut savoir par exemple que les États-Unis ont doublé leur produit national brut en 2 ans. Que la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la productivité aussi bien technologique, les acquis technologiques de physique, du radar, des semi-conducteurs, etc., et aussi au niveau de la gestion. À l'entrée de la guerre, il fallait 3 mois aux États-Unis pour faire un avion de chasse. À la sortie de la guerre, 1 jour. Toutes ces avancées extraordinaires ont spill-over, comme on dit, ont goûté dans l'économie réelle et ont donné une productivité qui a duré 20 à 30 ans, les fameuses 30 glorieuses de reconstruction. Mais mon point, c'est que ce n'était pas que de la reconstruction, c'était énormément ce spill-over, ce gain de productivité qui ont donné un boom assez considérable jusqu'aux années 70. Et puis après, on assiste à un essoufflement
accompagné et je dirais augmenté évidemment par les 2 ou 3 chocs pétroliers, et puis une transition, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, autour des années 80, vers un autre régime de croissance, qui est ce que j'appelle le régime de croissance associé à l'illusion de la machine à argent perpétuelle. Donc je vais vous donner des éléments pour comprendre ça. Alors quelques évidences quantitatives. Vous regardez par exemple la croissance de la productivité aux États-Unis, donc de la sortie de la guerre jusqu'au ce point tournant dans les années 70, et ce qui s'est passé après, un très très net ralentissement. On avait exploité effectivement toutes ces avancées, et il n'y a pas eu les investissements nécessaires pour continuer, et quelque chose a dû être développé pour remplacer ceci. Un autre élément quantitatif qui est absolument choquant, pour moi en tout cas, j'espère que vous allez partager l'intérêt de ce graphique. On voit ici, pour les États-Unis, l'Europe et le Japon, cumulés, donc quand même une grande partie de l'économie mondiale. On voit, alors c'est des petits chiffres, en pourcentage du produit national brut, 60%, 70% ici, la part des salaires, donc les salaires c'est cette courbe ici, qui, vous voyez, croise la courbe de la consommation autour des années 80, début 80. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Les gens gagnent plus que s'ils se consomment. Bon, c'est durable, disons. Et puis, il y a une transition où tout d'un coup, les gens consomment plus que ce qu'on gagne. C'est un shift, comme on dit en anglais, une transition, une rupture fondamentale, et qui est accompagnée aussi à une transition où les savings, l'épargne, vraiment décroît, bon, comme on le sait au niveau global, et ainsi que les profits financiers décollent. Et ce gap ici, qui est au niveau de la consommation par rapport au salaire, est comblé, en partie significative, par la croissance des profits financiers, je dirais, l'extraction de gains de la machine virtuelle de la finance. Et c'est aussi là où la dette explose. Une autre façon de regarder ces données, c'est de voir, par exemple, sur 200 ans de données, les indices, un indice financier américain. Alors ici, donc, c'est la Grande Dépression, etc. Ça démarre, là on sort de la guerre. Les marchés financiers reflètent l'anticipation et la réalisation de cette croissance économique fantastique. On a ces années 70 de transition entre les deux, de souffrance aussi avec tous les chocs pétroliers, etc. Et la constatation de ce ralentissement et une reprise au début des années 80 de cette fameuse croissance. À l'issue de la crise de 2008, énormément d'économistes se sont penchés sur ce qui se passait, notamment sur le facteur de productivité, qui est, comme vous le savez, en économie, le point fondamental pour la croissance en général. Vous pouvez croître que de 3 façons dans une économie. Parce qu'il y a plus de gens qui travaillent, parce que les gens travaillent plus, et parce que, par heure travaillée, on produit mieux. Donc la vraie croissance par individu, hein, c'est ce facteur de productivité. Eh bien, cette croissance ici qu'on observe était pour 2 tiers, la croissance de productivité, soi-disant aux États-Unis, était pour 2 tiers due au secteur de la finance. Donc effectivement, les financiers ont créé une valeur comptable qui a cru extrêmement rapidement. Et la grande question, effectivement, c'est la durabilité de cette productivité qui est... Maintenant, évidemment, on peut questionner, qui montre en fait le côté non durable de cette approche. Alors, ceci, c'est on m'a introduit comme un spécialiste des bulles. Effectivement, là, c'est une donnée qui montre que dans les années 2000, la grande ascension de l'immobilier aux États-Unis, dans le monde, ainsi que des produits dérivés associés à l'immobilier, on peut regarder des indices globaux qu'on a construits et on montre une bulle en quelque sorte globale, une inflation qui vraiment révèle ce côté non durable, ce qu'on appelle techniquement une croissance super exponentielle, où le taux de croissance croît lui-même et qui doit nécessairement casser quelque part, changer, et vous voyez la chute qui apparaît. Donc, essentiellement, quand on regarde les données, j'ai un speech de 200 slides, et on est en train de construire un livre pour démontrer avec tous les collègues ce qui se passe, qui démontre que cette transition autour des années 1980 a effectivement impacté à peu près tous les domaines qu'on peut regarder. Je vous ai brièvement montré une évidence sur le changement de productivité autour des années 80. La transition où le marché financier redécolle et permet effectivement cet effet qu'on appelle le wealth effect, l'effet de richesse, où le marché financier et aussi l'immobilier donnent l'impression que finalement on n'a pas besoin d'épargner
le marché financier le fait pour nous, avec une croissance qui devient déconnectée en fait des fondamentaux à l'époque, une financiarisation extraordinaire avec cette créativité des dérivés, l'explosion de la dette, vraiment énormément de données qui montrent un découplage entre la croissance réelle de l'économie et la dette. On voit vraiment une co-intégration, comme on dit, une coévolution de la dette et de l'économie avant les années 80 et un découplage remarquable, c'est-à-dire que la croissance a demandé de plus en plus de dettes de manière accélérée. Les politiques monétaires aussi extrêmement accommodantes. Les politiques fiscales qui changent aussi autour des années 80, par exemple aux États-Unis, qui favorisent l'endettement au niveau fiscal de manière extrêmement nette, et aussi, malheureusement, un boom de l'inégalité qui redémarre exactement à cette période-là. Après, en quelque sorte, un demi-siècle de normalisation avec les deux grandes guerres mondiales qui sont évidemment les grands égalisateurs, malheureusement. On a préféré d'autres manières d'égaliser la richesse. Donc tous ces éléments concourent à montrer effectivement un changement fondamental au niveau de 1980-85. Et pour moi, en fait, l'analyse que je voudrais vous partager, ou l'hypothèse que je vois confirmée, mais par un faisceau extraordinaire d'évidence, c'est que la crise de 2008 et ensuite en Europe de 2010, dont nous subissons encore les soubresauts, les conséquences, je vais vous les développer très rapidement. Ce n'est pas Lehman Brothers. Lehman Brothers n'est qu'un événement parmi d'autres qui révèle un problème beaucoup plus fondamental. C'est en quelque sorte le point culminant de 30 ans d'excès qui ont démarré dans les années 1980. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, de mon point de vue, toutes les remèdes et les visions et les projections qu'on peut prendre seront faussées si, par exemple, un mauvais diagnostic, pour reprendre l'image du corps humain, si vous avez un problème cardiaque et on vous dit bon, c'est pas grave, ce n'est simplement du repas que vous avez pris hier, évidemment, la conséquence sur le traitement sera extrêmement néfaste. C'est le même problème ici que je vois. Un autre point que je trouve très intéressant par nos collègues de la Banque internationale à Bâle, on voit ici ce qu'on appelle le business cycle, le cycle des affaires, qu'on connaît bien, avec les excès, les cycles, etc. Et ce qu'ils ont démontré, c'est qu'il y avait un cycle de financier, comme un cycle d'affaires financiers, qui a aussi commencé à exploser autour des années 80, qui est une autre façon de révéler l'emprise, la suprématie de la finance et de la dette, en quelque sorte, dans l'économie. Je terminerai cette vision aérienne globale en discutant peut-être un concept dont vous avez entendu parler, qui est le Great Moderation, la grande modération, qui est ce concept qui a été avancé par des économistes, repris par Bernanke à l'époque, chairman de la Banque fédérale américaine, qui a été aussi énormément développé par le président de l'Association de finance américaine, le professeur Lucas, prix Nobel d'économie, etc. Et ce concept de la grande modération est illustré ici de manière graphique en disant, en fait, vous voyez à nouveau, depuis les années mi-80 jusqu'à la crise, eh bien, tous les indicateurs, alors on peut faire des études statistiques, économétriques beaucoup plus sophistiquées, ici ce n'est que visuel, ça vous donne une sensation. Tous ces indicateurs de la croissance forte et avec peu de volatilité, vous voyez, il n'y a pas toutes ces zigzags avant. Ces 25 à 30 années avant la crise, c'était très bien. Ça croissait comme ça, avec très très peu de fluctuations. L'inflation était aussi prédictible et relativement peu volatile. L'emploi allait vers le mieux, assez prédictible. Et le graphe que je ne montre pas, c'est effectivement la volatilité sur les marchés financiers, qui depuis 2002 jusqu'à 2008, jusqu'à la crise, était au plus bas historique. Les marchés ne priceaient pas, ne donnaient pas le prix du risque. Donc c'est tous les indicateurs, c'est les 4 indicateurs, je crois que je montre plus le risque de la finance, qui indiquent à l'époque la grande modération, discutée par Bernanke, par Greenspan, par tous ces gens, par Rabin, par Summers, tous ces grands noms, ces élites. Nous avons vaincu le monstre ou la bête économique, nous avons le contrôle, il n'y aura plus de récession. Le mot récession peut être maintenant effacé des textbooks, des livres qu'on enseigne dans les écoles, que j'enseigne. Ça n'arrivera plus, nous avons compris comment dominer le système économique grâce à l'innovation financière, etc. Alors évidemment, après la crise, ce diagnostic a pris un peu du plomb dans l'aile. J'étais à une conférence organisée par la Fed et par la Banque Centrale Européenne qui présentait ces mêmes données et qui disait
Bon, c'est clair que c'était anormal. C'est anormal. Tout va tellement bien, c'était totalement anormal. Jamais on a vu tous ces indicateurs ensemble aussi beaux. Et là, ce qui est très important, deuxième message, c'est que nous, les humains, à nouveau, connexion avec votre speech, nous souffrons sans arrêt de hindsight bias, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ce trait psychologique d'oublier le contexte psychologique du moment, de réinterpréter les faits en disant, mais évidemment, c'était tellement anormal que c'était évident que ça allait arriver. C'est ce qu'ils disaient, ces gens-là. Donc, si on ne fait ceci, on n'apprendra jamais et on sera vulnérable aux prochaines crises. Donc, conclusion de ce survol, 30 ans de préparation et de machine à argent perpétuel, de dette, de financialisation. La crise de 2008, c'est cette non-durabilité, cette maturation vers une instabilité qui est construite par la tentative de retrouver un moteur de croissance globale perdu après les 30 années glorieuses, basé sur des vrais gains de productivité par manque de réel investissement sur les appareils qui augmentent la productivité. Ok, bon, après cette vue, alors plongeons un petit peu dans le plus précis. Alors quel est le rôle de l'immobilier? Eh bien, continuant la crise, on voit bien, par exemple, que le rôle de l'immobilier a été tout à fait fondamental pour comprendre la crise. Ici, ce que je vous montre, c'est le fameux indice de Case-Shiller des années 70 jusqu'à 2014, qui montre l'envolée des prix. Je montre ici en bleu le taux de rendement ou le taux de croissance de ces prix. Et je vous ai brièvement mentionné ce concept de croissance super exponentielle. Alors ça, je voudrais juste que vous compreniez bien ce que j'essaie de dire ici. Cet excès qu'on voit, ce prix qui a vraiment plus que doublé en quelques années. D'ailleurs, il y avait eu des bulles et des récessions, des bulles dans l'immobilier avant. On connaît le problème des années fin 80-90, aussi en Europe, les années 70. Bon, mais vous voyez l'ampleur de la dernière envolée que je caractérise par cette croissance super exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en finance, en économie, comme en démocratie, tout est exponentiel. Hein, c'est ce qu'on appelle le problème d'actualisation, en anglais compounding interest, c'est qu'on a un taux, mettons, de 10% par an de rendement. Bon, c'est très bien, on a 100, on a 110 l'année suivante, et on a 121 l'année d'après, non pas 120, parce qu'effectivement, les intérêts sont ajoutés au capital et ça croît exponentiellement. Au départ, c'est presque linéaire et ça décolle exponentiellement. Donc, une croissance exponentielle, c'est la norme en économie, en finance, dans tous les domaines. Et la discussion en général, c'est de dire, ah ben oui, alors une bulle, un excès, c'est quand cette taux de croissance est trop grand par rapport aux fondamentaux. Et il y a une dispute en général chez mes collègues, dans le monde entier, chez tous les experts, pour dire ce qui serait raisonnable. Ce que nous avons découvert, en fait, c'est que les bulles ou les excès sont en général accompagnés par un diagnostic beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, et qui évacue une grande partie de ces discussions sur quel est le taux normal auquel on peut s'attendre par rapport au taux anormal, c'est qu'en fait, ces bulles, ces excès sont caractérisés par un taux qui croît lui-même. Première année, 5% de rendement, deuxième année, 10%, troisième année, 40%. Ça accélère. Quand vous mettez ça en équation, alors, quand le taux est constant, solution exponentielle. Okay? Log linéaire, une belle droite. Quand vous avez un taux de croissance qui augmente, vous avez ce qu'on appelle une singularité en temps fini, un monstre mathématique, c'est-à-dire que mathématiquement, si vous suivez cette trajectoire, il y a une fin dans l'histoire. Le système ne peut pas continuer. Et donc, en fait, je me rappelle qu'en 2005, avec un de mes postdocs, à l'époque j'étais à UCLA encore, je analysais ces prix, on avait détecté cette croissance super exponentielle, et en 2005, on avait prédit, dans une publication, que le pic serait autour de la moitié de 2006, qu'effectivement il y aurait une terminaison, une fin dans cette histoire, et que quand le prix de l'immobilier évidemment s'arrêterait, bon ben, c'est très très dur de se prédire ce qui va se passer, mais qu'il y a un autre régime qui apparaîtrait. Donc effectivement ici ça illustre bien le fait que l'immobilier a explosé de manière super exponentielle, et que quand les gens disent « mais qu'est-ce qui s'est passé, ça marchait bien ici ?» Évidemment, pourquoi le prix de l'immobilier a arrêté de sa croissance, parce que tant qu'il est en croissance, eh bien tous les taux, tous les emprunts ninja, hein, comme vous vous rappelez les ninjas, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'emploi, rien, etc., et qui arrivaient à avoir des taux et à même emprunter sur plus que la totalité de la valeur du bien. Tant que la croissance des prix immobiliers et qu'on est dans cet esprit euphorique, tout va bien. Dès qu'il y a un plateau,
ou une petite décroissance, les gens commencent à se poser la question. La grande marée découvre en fait toutes les saletés qui se sont accumulées, n'est-ce pas, sous la mer, et c'est là que la crise apparaît. Donc effectivement, cette envolée a été financée, j'allais dire, ou développée par cette croissance de l'immobilier qui a été le moteur principal de tout cela. Alors, quand on regarde de manière historique l'impact de l'immobilier, par exemple, les crises... Oh là, je vais un peu trop vite, comment je retourne en arrière. Hop, voilà. Quand on regarde les crises, les booms de l'immobilier ou le boom du crédit ou les booms ensemble, on voit qu'il y a une grande proportion de ces booms qui sont associés à d'autres crises financières, économiques. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a un impact très considérable. Quand on regarde de manière comparative un certain nombre de pays en Europe, donc c'est la Suisse, donc année par année de 2009 à 2014, le taux d'emprunt a cru de manière extrêmement importante quand vous comparez aux autres pays, ainsi que le rapport par rapport au produit national brut. En Suisse, on est les champions, je n'allais pas dire du nom, on est extrêmement développé sur le poids de ces prêts. Dans le monde, on voit un impact très important. Avec Comparis, ce agrégateur de recherche, développé depuis quelques années une collaboration qui nous permet d'utiliser les quelques 5 millions de prix demandés par les acheteurs, qui sont agrégés sur tous les moteurs de Suisse, pour développer une sorte de carte de radar des prix, de l'évolution et de leur côté, je dirais, durable. Ici, vous voyez une carte qui résume le diagnostic entre le premier trimestre 2007 jusqu'aux dernières données que nous possédons, qui montre effectivement les points chauds, là d'où je viens, un peu moins, et puis la carte avec effectivement Zurich, d'où je viens, qui est le champion, dont les prix ont presque doublé en moyenne, ceci c'est pour les appartements pour individuels, et vous voyez la carte des 10 premiers dans le monde avec les taux sur cette dizaine d'années, et puis les prix actuellement au mètre carré. On peut aussi regarder ce qui s'est passé sur la dernière année. On voit une carte qui est évidemment très différente, avec un plateau au niveau de Zurich, avec des choses aussi qui, comme l'orateur précédent l'indiquait, qui sont beaucoup plus raisonnables, avec une consolidation beaucoup plus sage, je dirais. Par contre, il y a des points chauds qui apparaissent effectivement dans d'autres secteurs. On voit les champions de la dernière année avec les croissances extrêmement soutenues qui sont associés à un certain nombre, pas nécessairement des bulles d'ailleurs, qui sont associés à des facteurs locaux qu'il faudra discuter un à un. Qu'est-ce qu'on peut anticiper après la vision globale, après quelques éléments qui montrent évidemment, je n'ai pas besoin de vous le développer plus, l'importance de l'immobilier, évidemment les taux. Les taux, quelque chose absolument fondamental, puisque c'est effectivement le coût de l'argent qui cascade dans tous les domaines de la finance. Alors à nouveau, prenons une vision très large, je remonte à 1790, l'année de la fondation des États-Unis, et ici je montre les taux d'intérêt à 10 ans, donc qui montrent en fait depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale un effet séculaire de croissance des taux qui n'est pas autre chose finalement qu'une mesure aussi de la force de l'économie américaine et mondiale, les taux étant aussi en parallèle co-intégrés avec le taux de rémunération des investissements. Il ne faut pas voir que les taux que de manière négative, c'est aussi une mesure en fait de la force de la croissance de l'économie. Et puis on a une transition à nouveau. Ce n'est pas un hasard, maintenant vous comprenez pourquoi, autour des années 1980, avec un effet systémique de décroissance des taux. Donc là, les taux bas auxquels nous assistons et qui ont été évidemment accélérés au niveau même négatif depuis la crise, ça fait partie d'un phénomène systémique depuis 30-40 ans. Si maintenant on regarde un peu plus près, donc depuis 1980, on voit effectivement, selon les pays, la Suisse est en rouge, cet effet avec des hauts et des bas, évidemment, cette tendance systémique. Alors, c'est très préoccupant, parce que les taux, ce n'est pas simplement le prix de l'argent, c'est aussi, comme je disais, c'est une mesure de l'anticipation de la capacité à l'économie de produire de la croissance. Il y a vraiment une image très importante, miroir de cela, c'est qu'en fait, depuis
30 ans, 30-40 ans, nous sommes dans un régime où effectivement on peine à retrouver les ressorts de la productivité et nous allons de moins en moins vers une croissance systémique telle qu'on l'a connue dans les années glorieuses. Si on regarde maintenant un autre indicateur qui est assez intéressant, qui est une mesure très intéressante pour quantifier ce qu'on appelle la courbe des taux. La courbe des taux, c'est vous empruntez à court terme, à moyen terme, à long terme. Théoriquement, dans une économie saine, les taux doivent augmenter avec la maturation. Quand vous avez peu de risques si vous empruntez, si vous donnez un prêt à un jour, beaucoup plus de risques si vous empruntez sur 30 ans, si vous donnez un prêt sur 30 ans. Donc le taux de rémunération doit augmenter. Donc ici, ce qui est montré, c'est la différence entre les taux à 10 ans et à 2 ans, avec à nouveau cette tendance systémique à la baisse. Et pour vraiment avoir une vision un petit peu désagréable de la conséquence de ça. Maintenant, ça c'était sur simplement les quelques dernières années. Maintenant, ici, je vous montre sur, à nouveau, 40 ans. Vous voyez que ce spread, qu'on appelle, donc de 10 moins 2 ans, la différence des taux, quand elle passe proche de 0, en général, c'est associé à une récession. C'est-à-dire la courbe devient plate, ou elle s'inverse. Effectivement, l'anticipation, c'est que l'économie va s'arrêter. Donc, c'est assez préoccupant ce qu'on voit. C'est qu'effectivement, il y a une normalisation, comme on dit. Les taux d'intérêt courts aux États-Unis sont remontés dans les 2%. La projection, c'est que ça va passer à 3%. Le problème, c'est que les taux longs, eux, n'augmentent pas, ou très peu. Donc, on a cet aplatissement de la courbe qui est effectivement un signe que aussi au niveau de la diversification, de la possibilité pour les banques de faire de l'argent sur leur travail fondamental qui est effectivement de travailler sur les différences de maturité des prêts, ça devient de plus en plus difficile. Effectivement, cette crise qui a eu lieu en 2008 est très exceptionnelle. Comme vous le savez, quand on compare la croissance après la crise de trimestre en trimestre, par rapport à de nombreuses autres crises précédentes, on s'aperçoit qu'il y a eu un retard à l'allumage extrêmement important et que la croissance qui réapparaît, comme on discutait dans l'exposé précédent, certes est très encourageante en Suisse, mais l'est moins quand on voit une vision beaucoup plus globale, même aux États-Unis, en Europe certainement et ailleurs. La Chine étant effectivement un outlier. Et quand on regarde effectivement par pays, avant la crise, ici, les taux de croissance importants, mis à part l'Espagne qui a une histoire spécifique, on voit les taux de croissance des différents pays qui sont assez préoccupants, avec un taux d'inflation qui reste extrêmement bas, plus bas ce que voudraient les banques centrales pour leurs différentes politiques. Et en fait, ça c'est, et c'est associé évidemment au taux, c'est un puzzle, comme on dit, un paradoxe, qui a agité les économistes et les décideurs. Ils se sont dit, mais vous avez entendu parler, c'est discuté partout, mais comment se fait-il qu'avec l'inondation des marchés, des quantitative easing, des taux bas, donc ces trillions, je crois que la balance, on en discutait hier, de la Fed, ça atteint 4,5 trillions. Donc les banques, la Banque centrale européenne aussi est assise sur des masses énormes avec sa politique d'achat des obligations. Donc tout cet argent a été créé par les banques centrales, mis soi-disant dans l'économie, mais on ne le retrouve pas au niveau de l'inflation. C'est le grand paradoxe, vous avez tous entendu parler. Et personne n'a la solution. Alors vous allez sortir de cette salle avec la solution, j'espère, très modestement. Et la solution, c'est ce graphique. Ce qui est oublié dans tous les discours, c'est que l'inflation est extrêmement corrélée avec hausse des salaires. Il est clair que si l'argent va dans les banques, ne rentre pas dans les circuits des consommateurs, l'inflation ne peut pas apparaître. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2008-2010. L'argent n'a pas du tout ne s'est pas égoutté vers les salaires qui ont même eu tendance à décroître à cause des forces de la globalisation en particulier. Donc effectivement, on voit ici un graphique qui démontre ça sur un grand nombre de pays et qui montre. Alors, en économie, avoir ce type de corrélation, c'est excessivement rare. Donc vous avez ici le taux de change de ce qu'on appelle le unit labor cost, donc une mesure de la croissance des salaires, avec un taux qui mesure l'inflation, ici. Donc corrélation parfaite, essentiellement. Et donc effectivement, le problème de l'inflation, le problème
je dirais, des taux très très bas associés, c'est associé effectivement aux forces systémiques globales qui gardent les salaires, je ne parle pas de la Suisse ici, qui gardent les salaires de manière extrêmement contenue, même à la baisse. Pour citer que par exemple l'Angleterre, taux de chômage aussi bas qu'en Suisse, extraordinaire. Les salaires sont au plus bas depuis l'époque napoléonienne. C'est extraordinaire. Donc c'est une situation effectivement dont il faut prendre mesure. Alors, dans les dernières minutes que j'ai, alors quels sont les moteurs de croissance? Qu'est-ce qu'on peut dire de manière plus précise? Alors, je reviens à cette présentation qui diagnostiquait le problème de la crise de 2008-2010 en Europe, etc., associé à cette transition des 30 glorieuses vers ces 30 années suivantes de l'illusion de la machine à argent perpétuel. Bon, qu'est-ce qu'on peut penser de la suite? Eh bien, même s'il y a soi-disant normalisation, cette normalisation est très timide. Je suis complètement d'accord avec mon collègue que, effectivement, les banques centrales n'ont aucune raison de faire des chocs et de croître les taux d'intérêt. C'est tout à fait vrai qu'effectivement, les grandes crises apparaissent parce que les banques centrales sont en quelque sorte forcées ou sont aveuglées aussi. Hein. Leurs politiques ne sont pas toujours aussi omniscientes ou parfaites à devoir monter les taux d'intérêt pour essayer de calmer un marché qui est trop exubérant avec le coût associé pour l'économie. On n'a pas ces forces-là, effectivement. Mais le manque de moteur de croissance et les effets des salaires, etc., dont je vous parlais tout à l'heure, nous suggèrent qu'effectivement les taux d'intérêt, pour moi, vont rester bas par rapport à une vision hystérique à long terme pour de nombreuses années. On a aussi le problème de l'inflation, disons, officielle, visible, de la ménagère, et puis l'inflation réelle. Quand on dit les prix de l'immobilier a doublé en 10 ans. Ok, c'est très peu inclus dans l'inflation. Moi, quand je veux m'acheter une maison, quand vous voulez vous acheter une maison, ou quand un client veut s'acheter une maison, il doit mettre 2 millions sur la table, alors qu'avant, il mettait 1 million. C'est de l'inflation. On sait que l'inflation est multivariée. Et donc, en fait, la manière dont on pense l'inflation, dont on pense ses excès, est très importante pour comprendre ce qui se passe. Donc, en fait, notre vision, c'est que, évidemment, les problèmes vont s'accumuler au niveau des 90% de la population européenne, par exemple, américaine, mondiale, qui ne bénéficie pas de la reprise dont on discutait. Ceci, ça vous montre le besoin de réexaminer, par exemple, la croissance des importations, la croissance des exportations, d'année en année, de 90 jusqu'à 2016. Vous voyez, donc à chaque fois, on fait des extrapolations et il y a un ralentissement général, global. Où va l'Europe? J'aime beaucoup ce graphique, parce qu'à l'époque, quand le Japon a eu sa crise, en 1990, les Européens et les Américains ont tapé sur le Japon en disant mais ils sont incapables ces gars-là de gérer leur crise, ils ont sauvé leurs banques, ils n'ont pas fait ce qu'il se fallait. Quand on regarde et quand on fait une juxtaposition de la trajectoire de la reprise économique du Japon, qui n'a pas réellement chuté, qui n'a pas eu ce trou de 6% comme aux États-Unis en 2008, et quand on juxtapose la croissance européenne et l'évolution de l'Europe comme bloc après, on s'aperçoit en fait que l'Europe est en dessous du Japon, malgré les vents contraires que le Japon a, c'est-à-dire la population, etc., etc. Et malgré l'énormité de la bulle de l'immobilier et de la bulle des marchés financiers au Japon. Vous savez que le domaine impérial de 3 km² valait plus qu'une fois et demie la valeur totale de l'immobilier de la Californie, au sommet de la bulle. Et le marché de Nikkei, financier au sommet de la bulle, était 45% de la capitalisation mondiale, pour une petite île. Okay, donc l'excès qui a eu lieu au Japon était considéré. Malgré cela, ils s'en sortent mieux que l'Europe. Aussi le problème, alors quand je pense à la Suisse, et j'ai énormément travaillé sur le problème, par exemple, des taux de change suisses par rapport à l'euro, etc. Certains d'entre vous ont peut-être vu certains de mes travaux là-dessus. Bon, il faut regarder la Suisse plongée dans l'Europe. Hein, on est un îlot plongé dans cette mastodonte instable, etc., avec l'euro, ce monstre économique. Et l'Europe, c'est un programme qui a été établi pour aider la convergence. Quand vous regardez les données, ça a donné la divergence. Hein, divergence à tous les niveaux. Il faut bien prendre ça comme diagnostic. Et donc, à partir de là, on peut avoir une vision positive pour la Suisse, oui, je suis complètement d'accord avec ma collègue, mais il faut aussi
être conscient de l'instabilité et du côté assez artificiel de la construction de nos gros voisins qui nous entourent de tous les côtés. Quand on regarde le facteur de productivité totale aux États-Unis ainsi qu'en Suisse, on peut être inquiet. Comme je disais, on est dans un régime systémique maintenant de basse productivité, de croissance de productivité, idem en Suisse. Et cette productivité, c'est quand même, comme je disais, c'est le moteur de la croissance et de la prospérité future. Quand on regarde aussi l'inégalité, il y a vraiment un changement systémique au niveau des 70-80, où les bottom 90% de la population ont vu leur capacité, le pouvoir d'achat, diminuer net en valeur actualisée par rapport au top 10%. Évidemment, la moyenne paraît toujours très bien. Et donc ça, c'est un problème aussi systémique qu'il faut regarder. Quand on regarde les problèmes aussi de la Suisse, ou les avantages de la Suisse, là, une grande question pour moi qui est importante au niveau politique et qui cascade dans l'économie, cascade dans l'immobilier, c'est évidemment la politique de l'immigration. On parlait de la population, on parlait du chômage, des taux d'intérêt, mais il y a aussi la masse de la population. Il est clair que s'il y a plus de gens qui viennent, eh bien, on a besoin de construire. Et donc, en fait, ça c'est un élément qui me paraît important à comprendre, et j'ai simplement pêché ces données qui montrent effectivement une décroissance de la migration qui est extrapolée dans le futur, et qui est un phénomène, à mon avis, intéressant à garder à l'esprit pour les forces sur les marchés immobiliers. Alors, j'ai effectivement 4 minutes qui me restent. C'est les 20%, ce sera les 3%, vous n'allez rien comprendre. Mais je vais essayer de vous expliquer en 4 minutes comment prédire les bulles et qu'est-ce qu'on peut en dire pour la Suisse. Alors je vais aller vite. C'est très important de prédire les bulles, on peut faire plein de choses avec. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle? C'est une bulle, c'est le moment où, contrairement à ce que vous apprenez dans le cours Econ 101, vous avez cet équilibre où quand le prix augmente, la demande baisse, etc. Dans une bulle, quand le prix augmente, la demande augmente. Alors pour l'immobilier, c'est quelque chose qui est très clair. Je suis un jeune couple, je vois les prix augmenter 10-20%. Si je ne saute pas sur le truc, ça sera en dehors de ma portée. Plus le prix augmente, plus il faut que j'achète. Il y a plein d'autres moteurs en fait, qui font ça. Alors ça, c'est une liste non exhaustive de tous les mécanismes qui donnent ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive, de positive feedback, qui ont tendance à augmenter l'instabilité des prix vers le haut et qui génèrent les bulles. Alors on a développé des méthodologies qui détectent cette croissance super exponentielle. On l'a, comme je l'avais dit, analysé sur les marchés américains, État par État, et aussi pour la Suisse, avec des succès en temps réel passés assez intéressants. Et là, je vais juste vous montrer en fait une méthodologie qu'on a appliquée dans les unités métropolitaines américaines et aussi en Suisse pour distinguer si effectivement il y a un excès en Suisse par rapport à l'excès américain dans les années de 2000 à 2008 et maintenant actuellement en Suisse. Alors ce qu'on a fait, c'est on prend un indicateur, si ça veut bien marcher, qui mesure cette croissance super exponentielle avec des modèles mathématiques, et on a regardé jusqu'à 90 variables macroéconomiques avec une méthodologie, parce que 90 c'est trop, pour regarder vraiment ce qui est important, etc. Donc toute une méthodologie économétrique assez sophistiquée, pour d'abord montrant qu'effectivement on détecte assez bien, on prédit assez bien à l'avance le changement de régime. Pour la Suisse, ça marche moins bien, c'est assez intéressant, c'est un bon diagnostic. On est un peu trop en avance, on crie au loup un peu trop tôt sur ce changement de régime qu'on observe. Et quand on regarde toutes les données, on s'aperçoit que pour les États-Unis, sur l'évolution des marchés financiers avant la crise, effectivement, il y a un comportement de bulle très important. Les variables macroéconomiques ne suffisent pas pour expliquer l'envolée des marchés financiers aux États-Unis. Quand on fait la même chose pour le marché suisse, donc on continue, avec toutes ces données, on s'aperçoit que les variables macroéconomiques expliquent complètement, quasi complètement, l'évolution des marchés en Suisse. Et donc c'est extrêmement différent, en tout cas depuis 2008-2010. Évidemment, alors, on peut regarder quels sont ces facteurs. Alors ces facteurs, c'est par exemple évidemment les taux d'intérêt. C'est évidemment la dette, c'est évidemment les taux de change du franc suisse. Juste un mot là-dessus. Quand
la crise européenne se déclenche. Le gros problème, c'est que les institutionnels et aussi toute une partie de la population qui avait l'habitude de recycler l'excédent de francs suisses venant des équilibres de la balance des paiements qui est très favorable à la Suisse, avaient l'habitude de le recycler à l'étranger pour des investissements à l'étranger, ce qui évidemment poussait le prix du franc suisse vers le bas. Hein. Je suis un exportateur, je gagne plein de francs suisses qui m'ont été donnés par les acheteurs à l'étranger, qui ont dû acheter pour payer en devises de Suisse. Moi, je recycle en vendant mes francs suisses, en achetant du dollar, des euros, etc., pour investir à l'étranger. Ça, c'était la norme, on le voit très très bien dans les données, pendant les 30-40 ans avant 2008-2010. Et puis, il y a un changement où les Suisses gardent leurs francs suisses. Et c'est pas, donc le problème du franc suisse fort, c'est pas autant que les étrangers veulent acheter du franc suisse parce que c'est la monnaie sûre, etc. C'est aussi beaucoup les institutionnels et les Suisses qui ne recyclent pas vers l'étranger. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit très important comme une variable macroéconomique qui a poussé aussi le prix de l'immobilier. Voilà, donc je m'arrête là. J'en ai dit beaucoup, vous avez dû être submergé d'informations. Mais le point fondamental, c'est de comprendre la machine à argent perpétuel, qui est les 30 ans qui ont emmené cette crise, et ensuite de voir les taux d'intérêt et les taux de change qui en résultent, et la cascade sur l'immobilier. Et j'ai 38 secondes qui me restent. Je vous remercie.